Bonjour Alexiane Brown. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de philosophie au lycée et auteur de Ce qu'il aurait fallu dire aux éditions Fayard. Alors, ce qu'il aurait fallu dire, c'est l'histoire de Victor, un jeune enseignant qui vient d'être nommé au lycée polyvalent de Friville-Escarbotin dans la Somme. Alors, on y parle de mépris, un peu hautain pour la province, pour le réel, comme vous l'écrivez parfois entre guillemets, de sa déprime pour tout ce qui s'oppose à son idéal de Parisien un peu bobo. Votre personnage principal pose un regard très dur sur le monde qui l'entoure, un peu comme s'il était le témoin parfait de la fracture, voire de la blessure inguérissable entre la bourgeoisie intellectuelle qu'il représente malgré lui, enfin presque malgré lui, et les classes populaires d'un autre côté. C'est comme ça que vous voyez le monde, vous ? C'est sûr qu'il y a beaucoup de moi dans ce personnage, mais je pense que le personnage est très conscient d'appartenir à une bourgeoisie intellectuelle puisqu'il a fait un lycée d'élite et je pense que justement ce qu'il ressent et ce qu'il essaie de dépasser, c'est cette vision un peu méprisante qu'il a pour ce milieu scolaire qui pour plein de raisons est un lieu dysfonctionnel. Mais il essaye de transformer son regard avec toutes les difficultés que ce genre de transformation. Vous écrivez qu'à la question « Mais qu'est-ce que t'attendais de la part de Plouc qui vote FN ?» Victor, votre personnage principal, ne sait pas quoi répondre parce qu'il est à peu près d'accord en fait avec cette assertion. Cette incapacité à voir autre chose des habitants de la baie de Somme que des Ploucs qui votent FN, c'est ça le problème principal de Victor ? Je pense qu'à ce moment-là, quand il ne donne pas de réponse à ce discours, c'est que justement, il se rend plus compte que les gens qui sont à Paris et qui ne connaissent pas ces lieux, qu'en fait, c'est des lieux où avoir un discours est très difficile. Et je pense qu'il refuse ce discours en n'y répondant pas, parce qu'en même temps, il habite au Tréport, qui est une municipalité communiste, donc il voit bien qu'il y a un décalage, puisque même dans la réalité, les choses ne sont pas si simples. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un vote traditionnel communiste, comme au Tréport, et en même temps une montée du Front National. Mais même cette analyse politique-là, en fait, elle ne dit rien des vies qui s'y jouent. Et je pense que son absence de réponse n'est pas du tout un consentement à une analyse qui serait seulement rapidement politique de la situation de la Picardie. Je pense qu'il voit bien quelque chose que cette analyse ne dit rien de ce qui s'y joue. Alors, vous racontez aussi une scène où Victor lit un numéro de Télérama dont le gros titre c'est « Comment la France est devenue moche », flanqué d'une photo d'un parking d'entrée d'un magasin de grande surface. Alors, pour décrire les zones pavillonnaires dans lesquelles vivent beaucoup de Français, on parle donc dans cet article de métastase périurbaine. Et c'est ça aussi le regard que porte Victor le Bobo sur la province. C'est un bobo, Victor ? Quelque part, oui. Enfin, je pense qu'il a, en tout cas, je le décris comme un personnage qui a grandi dans une famille classe moyenne aisée, d'une région plutôt favorisée, puisqu'il a grandi en Alsace, à Strasbourg, donc il a des habitudes culturelles de gauche, et ses parents étaient abonnés à Télérama, et déjà adolescent, il le lisait avec en même temps une sorte d'envie d'être plus dans ces lieux dont parle Télérama, puisque bon, la province c'est quand même pas Paris, et il a été marqué adolescent par cette une de Télérama, et je pense que beaucoup de gens ont été marqués par cette une, et c'est revenu un petit peu au moment où on a parlé des Gilets jaunes, parce qu'il y avait quand même, on voyait bien comment cette révolte du peuple était liée quand même aussi à une nouvelle forme d'urbanisation, et ça c'est quelque chose qui est assez fort, c'est-à-dire que les grands mouvements politiques sont quand même toujours liés à l'urbanisation, que ce soit les barricades pour le Paris haussmannien, d'avant Haussmann, ou les ronds-points et les supermarchés pour le mouvement des Gilets jaunes. Et donc évidemment, il a lu cette une et il était un petit peu, il découvrait en lisant Télérama en fait cette France que lui ne connaissait pas en habitant dans le centre-ville de Strasbourg. Mais je pense aussi que c'est ce regard d'adolescent, c'est plus son regard de jeune adulte. Et il essaie de transformer un peu, encore une fois, cette vision très, très dépréciative de cette France périurbaine. Mais le transformer en quoi ? C'est-à-dire qu'il essaye de voir comment on peut se réapproprier des paysages qui sont en un sens inhumains, parce que inhabitables. Et donc il montre qu'il y a plusieurs... Les zones pavillonnaires, ce sont pour vous des zones inhabitables ? En tout cas, les gens y habitent et certains
Certains, évidemment, pour beaucoup, en fait, c'est un accomplissement social d'être enfin propriétaire d'un pavillon, etc. Mais évidemment, il faut voir aussi le derrière, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'endettement, il y a peu de vie de quartier, il y a plus de services publics dans les centres-villes, les centres-villes de ces villages de 2000 habitants sont complètement désertés, les usines ont fermé. Et donc oui, il y a une sorte de difficulté de vivre dans ces espaces, qui sont des espaces tout voiture, des espaces de ronds-points, d'hypermarchés, etc. La manière dont les gens les vivent sont évidemment très différents du regard que quelqu'un qui vient de Paris ou d'une autre grande ville peut avoir sur ces espaces. Mais après, je reste persuadé que oui, ça crée une forme de vie qui est peu propice à l'épanouissement et au développement d'une culture politique et de solidarité qu'il pouvait y avoir dans ces villages ouvriers du Vimeux rouge, qu'on appelle, c'est une région qui était très industrielle et très syndiquée, avec beaucoup qui a été marquée par des mouvements insurrectionnels ouvriers au début du 19e siècle, et ça a disparu. Et je pense que c'est pas un hasard si le Front National commence à récupérer ces zones un peu pétées, qui sont marquées par le chômage, mais aussi par une forme urbaine très désocialisante. Alors, vous avez dit que Victor avait essayé de transformer son regard, enfin sa première appréciation qui était voilà, de considérer que c'était des métastases périurbaines. Mais du coup, essayer de le transformer en quoi? C'est-à-dire que est-ce que véritablement Victor, le personnage de votre livre, est-ce qu'il a réussi en fait à considérer que finalement ça pouvait être des zones belles aussi? Oui, et je pense c'est vraiment un livre qui est quand même porté par un sentiment géographique très fort, avec une description qui se veut la plus précise possible de ces paysages. Et je pense qu'il y a quand même une réflexion sur le paysage et sur le paysage contemporain français. Et enfin, moi, en tout cas, j'avais été très, très marqué par cette exposition à la BNF sur les paysages français, qui sont liés en fait à une mission photographique de la Datar qui avait eu lieu dans les années 80 et qui avait documenté en fait en partie ces paysages-là. Et évidemment, moi, en tout cas en tant qu'auteur, je trouve que ces photographies sont magnifiques et ces paysages sont magnifiques. Et je pense que justement, un des recours possibles pour changer son regard sur ces choses-là, c'est de passer par la médiation de l'art, que ce soit la photographie, le cinéma, la littérature. Et il y a un moment, le personnage de Victor le dit, c'est que voilà, l'art peut nous aider à en quelque sorte faire des paysages les lieux d'une forme de beauté contemporaine. Mais je ne sais pas si cette beauté-là, elle est compatible par ailleurs avec ces solidarités politiques, sociales, etc., dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, c'est des lieux beaux, mais des lieux beaux pour qui en fait? Est-ce que c'est des lieux beaux pour les visiteurs de l'exposition de paysages français à la BNF? Mais est-ce que les gens qui les vivent les considèrent comme des paysages beaux? Ça, c'est plus difficile. Alors, vous racontez aussi comment les élèves de Victor, parce qu'ils ont tapé son nom dans Google, sont allés voir ses photos de vacances sur Instagram autour du monde avec son copain, et du coup classent immédiatement le professeur comme étant un de leurs, vous dites, adversaires. En fait, on dirait que vous essayez de nous montrer que les habitants donc de Friville-Escarbotin, enfin les élèves du lycée polyvalent de Friville-Escarbotin et Victor le Bobo ne peuvent pas coexister, ne peuvent pas interagir et presque ne peuvent pas faire société. C'est ça que vous pensez? Alors oui, ça fait partie de l'échec du personnage de Victor, c'est-à-dire qu'il essaye quand même de les sauver, c'est quand même il est animé par une sorte de culpabilité énorme par rapport au parcours que lui a eu, un parcours d'excellence scolaire, puisqu'il se retrouve voilà, professeur agrégé, il est nommé dans cette zone, et il a vraiment ce désir de les sauver, et il se rend compte en fait que il est leur ennemi de classe. Parce que d'une part il est parisien, il est identifié comme parisien dans une région où finalement il y a peu de migration, d'arrivée de personnes extérieures, que ce soit d'ailleurs des migrants économiques ou même il n'y a pas de gentrification de gens qui viendraient d'autres villes pour aller à la campagne, comme on peut voir dans d'autres régions comme le sud-ouest, etc. Et donc oui, il est leur ennemi et c'est très difficile pour lui de vouloir sauver des gens en ayant conscience qu'en fait, il est aussi leur adversaire. Et donc, évidemment, il leur parle, il est professeur de philosophie, donc il leur parle d'aliénation sociale,
de liberté, de bonheur, etc. Et en même temps, il incarne, il se rend bien compte, quelque chose que ses élèves détestent. Avec aussi une part de, voilà, une violence dans les deux sens. Lui est violent à leur égard parce qu'il porte un regard dont ils se rendent bien compte qu'il est dépréciatif au départ. Et eux, en même temps, ces élèves, une bonne partie, sont xénophobes, homophobes, etc., etc. Donc il y a vraiment, ouais, c'est vrai, la classe est vraiment aussi le lieu d'un combat difficile, puisqu'il ne veut pas être leur ennemi. Vous avez dit plusieurs fois, il veut les sauver. Il veut sauver les gens, il veut sauver ses élèves. Est-ce que c'est pas précisément ça aussi le problème, de dire bon bah en fait non, vous ne vivez pas au bon endroit et je vais vous amener autre part. C'est-à-dire de considérer finalement que le terreau social, enfin économico-social d'où ils viennent n'est pas propice en fait au développement du bonheur et donc leur dire attendez, je vais vous emmener ailleurs, à un endroit qui ressemble plus au monde tel que moi je l'envisage. Tel que Victor, professeur, enseignant, agrégé de philosophie, Bobo, envisage. Est-ce que c'est pas ça le problème? Bah exactement, je pense qu'en fait il part dans l'idée de les sauver et puis il se dit bon voilà c'est une mission aussi d'arriver dans la Somme, dans un lieu qui est lié à son imaginaire à Victor comme un lieu de vote Front National, un lieu avec beaucoup de chômage et voilà une vision très en fait quand même au départ très négative de ces espaces. Et avec l'idée que, voilà, s'il faut enseigner la philosophie quelque part, en fait, c'est là, plutôt qu'à la Sorbonne ou ailleurs. Et donc, il est animé par cette volonté de faire avec eux, enfin, une sorte de classe révolutionnaire qui pourrait, en fait, sur place, changer la donne. Et il y a évidemment beaucoup de candeur là-dedans et aussi un peu de bêtise. Et je pense que là où son regard évolue beaucoup, c'est qu'à la fin du roman, il se dit, ben en fait, pourquoi les sauver? C'est moi qui je dois me sauver en fait tout seul. Qu'est-ce qui relie Victor à ses élèves et à leur famille et aux habitants finalement de Friville-Escarbotin? Qu'est-ce qui les relie profondément? Qu'est-ce qui fait que finalement ils font partie d'une même société? Bah, le fait qu'ils habitent au même endroit. Après, il y a des rencontres quand même avec les élèves dans ces villages, dans ces supermarchés. Le supermarché est un lieu de rencontre en fait là-bas, mine de rien. Et ce qui les relie, c'est d'habiter à un même endroit et puis d'avoir quand même un chemin à accomplir ensemble qui est celui d'une année scolaire où il faut en fait, l'objectif de l'enseignant, c'est quand même que ses élèves aient leur bac et leur vœu Parcoursup. Donc évidemment, ils sont liés par ça. Et là, à cet endroit-là, il peut y avoir une solidarité possible parce qu'on a une mission commune qui est de les amener à une réussite scolaire quand même au départ. Mais bon, c'est très fragile en fait, puisqu'on n'est pas sûr qu'ils aient exactement ils se construisent la même orientation que l'orientation qu'un enseignant qui a eu le parcours qu'il a eu, peut espérer pour eux. Alors, plusieurs fois dans le livre, Victor se remémore pourquoi il est devenu enseignant en disant « je voulais m'engager ». C'est un engagement encore d'être professeur? Oui, évidemment, c'est un engagement parce que les conditions du métier d'enseignant sont difficiles, surtout dans les premières années, puisqu'évidemment, bon, il y a un système de points qui fait que quand on est nommé dans un établissement du secondaire, c'est souvent au départ des établissements difficiles, soit de banlieue, de grandes villes, soit dans des espaces de province un petit peu reculés. Et donc ces années sont très difficiles. Donc si on n'est pas porté par un engagement républicain ou même de gauche, c'est très difficile de s'épanouir dans ce métier. Mais évidemment, c'est aussi c'est quelque chose qu'il dit au départ, Victor, c'est qu'il a l'impression d'être sur le front, alors que ses amis, les gens avec qui il a fait ses études, et puis ses amis parisiens ou autres, eux, sont pas sur le front. Donc, il y a un moment donné, il y a un décalage. C'est-à-dire que cet engagement est un engagement qu'il questionne lui-même, parce qu'il se dit, est-ce que j'ai les épaules assez solides pour être à cet endroit-là
Le SNES, le premier syndicat des personnels enseignants, a noté une baisse de 10% des candidats au CAPES et à l'agrégation. Il y a une crise du métier d'enseignant, peut-être liée à ce que vous dites. Et est-ce que le parcours que vous racontez, le parcours de Victor que vous racontez, c'est finalement pas ça? C'est un enseignant qui n'arrive plus trop à savoir pourquoi il enseigne. Ouais, sans doute. Et puis je trouve que c'est assez intéressant qu'on parle de crise des vocations pour les enseignants, comme si on parlait en fait. Enfin, je trouve que le terme de vocation est très lié à une conception du métier qui n'existe plus vraiment, parce que pour avoir la vocation pour faire quelque chose, il faut que ce soit un désir qui s'est construit sur une longue durée. Enfin, le mot vocation, c'est pas le même que le mot métier. Donc quand on parle de crise des vocations, ça veut dire quelque chose. Et je pense que oui, en fait, chez les jeunes générations, le métier d'enseignant n'est plus un métier qui fait rêver. Mais parce que c'est aussi une caractéristique de ce métier, c'est qu'on le connaît tous pour avoir été élève. Et on voit aussi, par notre parcours scolaire, à quel point c'est un métier qui est dévalorisé, parce qu'on n'aime pas, enfin, on est quand même, en général, on n'aime pas ses professeurs quand on est au lycée. Et donc, en plus, comme il n'y a pas eu l'idée de vouloir devenir enseignant était aussi, longtemps était aussi, pour beaucoup de gens, une façon de s'élever socialement, puisque c'était lié à un prestige social, intellectuel, mais aussi économique. Et aujourd'hui, il n'y a plus la reconnaissance sociale, il n'y a plus la reconnaissance économique, et donc c'est vraiment difficile d'avoir ce désir de vouloir enseigner. Et ceux qui l'ont encore, bon, bah c'est des gens héroïques, et je pense que Victor le dit, puisque lui-même ne dit qu'il n'est pas un héros, parce qu'il n'a pas l'impression de porter suffisamment haut cet engagement. Mais ceux qui continuent de l'avoir, ce sont des gens admirables. Et qui porte la responsabilité du fait qu'aujourd'hui, les enseignants, le métier d'enseignant n'est plus un métier genre qu'on a envie de faire? Avec la question des responsabilités, c'est toujours quelque chose de difficile, parce que c'est assez inassignable, ce genre de responsabilité, parce que bon, alors, qui est responsable? Sans doute les questions nationales qui se sont succédées ont une partie de responsabilité, mais c'est aussi quelque chose je pense, une responsabilité commune. Nous, enfin, on a tous été élèves, on est aussi quelque part responsable de notre propre, de l'échec de ce système, parce qu'on a été élève et parce qu'on a contribué, soit en étant bon élève, à en fait miner le système de l'intérieur en adoptant des stratégies qui sont des stratégies d'évitement, des stratégies de parcours parallèles à ceux d'une éducation nationale républicaine, puisque bon voilà, on peut aller dans le privé, on peut faire des classes préparatoires, éviter l'université, etc. Donc voilà, je pense que la responsabilité est partagée. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il semble que il y a une vraie résistance quand même de la part des enseignants à la loi de l'école de la confiance, puisque je pense que beaucoup d'enseignants ont encore une conception très disciplinaire de leur métier, c'est-à-dire que fondée sur des connaissances, la transmission de connaissances et de savoirs disciplinaires. Or, aujourd'hui, les réformes vont plutôt dans le sens d'un formatage, on veut former des bons fonctionnaires qui vont donner des clés d'un épanouissement intellectuel, mais qui sont assez flous, puisque finalement, voilà, enfin, comment épanouir comment amener des élèves qui ont toutes sortes de difficultés scolaires, qui s'accumulent à un épanouissement intellectuel, c'est très difficile. Et je pense qu'il y a une vraie fracture aujourd'hui entre le corps enseignant et les projets et les réformes de l'éducation nationale. Je pense que ce soit sur la réforme des concours, du contenu des concours, du CAPES, de l'agrégation, que ce soit sur l'arrivée du lycée 4.0 avec l'apparition des tablettes en classe, donc qui en fait diminue aussi la part disciplinaire de l'enseignement en cours. C'est-à-dire que voilà, les profs, ce sont des éducateurs et plus des propriétaires d'un savoir qui sont censés partager, transmettre, etc., etc. Alors, vous-même, vous êtes professeur, vous êtes inquiet pour votre profession? Je sais que, par exemple, vous êtes en disponibilité cette année. Est-ce que vous avez hâte de retourner devant vos élèves? Non, j'ai vraiment hâte de retourner en classe. Et puis, je pense aussi que j'ai pris cette année de disponibilité pour réfléchir
aussi à mon parcours et pour me rendre compte aussi de ce besoin que j'ai de transmettre des connaissances, qui, bon, pour moi c'est la philosophie, mais ça ne m'empêche pas d'être inquiet parce que, alors là je parle de ma discipline qui est la philosophie, mais il y a une inquiétude réelle sur les possibilités de l'enseigner aujourd'hui dans un lycée où la philosophie est une discipline en crise. On ne sait pas exactement ce que le gouvernement veut faire de cette discipline, mais elle semble avoir eu un statut particulier dans la réforme du baccalauréat, puisque ça reste l'épreuve terminale, la seule épreuve terminale du baccalauréat. Mais en même temps, ça reste une matière qu'on n'enseigne que l'année de terminale, principalement. Et en fait, les lycéens en terminale, maintenant, avec Parcoursup et la réforme du bac, sont principalement focalisés sur le contrôle continu, sur leur orientation. Et la philosophie est une matière qui arrive en fait trop tard, parce qu'un an, ça suffit pas pour faire aimer cette discipline. Et après, évidemment, avec la philosophie, ce qui est un problème particulier de cette discipline par rapport aux autres disciplines, c'est qu'il y a aussi une crise à l'université, un manque de postes et aussi une crise des vocations pour les étudiants qui arrivent en licence dans le département de philosophie. Et c'est une discipline qui est vraiment en danger en France. Les professeurs sont très mobilisés depuis le début de l'année et même l'année dernière sur ces questions de réforme du bac et même sur globalement ce que c'est que leur métier. Là, le ministre Blanquer a apporté des éléments de réponse. Je suis pas sûr que ça soit efficace pour calmer la grogne. Il a proposé 90 € net par mois en plus sur les salaires, pour les salaires de tous les enseignants. Comment est-ce que vous voyez, vous, ces mobilisations? Je pense qu'en tout cas, ce qui s'est passé au mois de juin avec la grève des enseignants qui allait jusqu'à parfois le désir de perturber en fait le déroulement des épreuves du baccalauréat pour pointer un problème qui en fait que les médias ne voyaient pas, puisque en fait quand les enseignants se mettent en grève, en fait le problème c'est que ça ne dérange personne, ça amuse les élèves qui ont plus cours, donc en fait c'était un moment de lutte très intense, puisque faire grève un mois durant, Et de la rétention la rétention de notes, alors qu'en fait le désir le plus profond d'un enseignant, c'est que leurs élèves obtiennent des bonnes notes au baccalauréat et le baccalauréat. Donc c'était un engagement très, très profond en fait, de ces enseignants. Et il y a eu une absence totale de dialogue avec les rectorats et avec le ministre. Et je pense que ça a été très dur en fait, pour beaucoup d'enseignants qui étaient majoritairement opposés à cette réforme, même si tous n'étaient pas grévistes. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que ces revalorisations salariales sont quand même assez anecdotiques. D'une part parce qu'elles étaient promises depuis longtemps, parce que l'indice était gelé depuis des années, etc. Donc c'était quelque chose qui avait déjà... Enfin, c'est pas vraiment un progrès social dans la mesure où c'est quelque chose qu'on attendait tous. Et ensuite, il y a évidemment la peur que cette revalorisation salariale soit conditionnée à une augmentation du temps de travail et qui semble absolument impossible à imaginer dans la situation actuelle de l'enseignement secondaire. Et ensuite aussi à évidemment une baisse des pensions de retraite, etc. Puisque bon, les fonctionnaires sont très impactés par cette réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour qu'un enseignant puisse enseigner correctement, pour que l'école républicaine serve enfin à quelque chose? Je pense il faudrait une augmentation des effectifs, c'est évident, puisque de profs, puisque les classes sont surchargées, et ça c'est quelque chose que je peux dire assez librement, parce que tout le monde est d'accord là-dessus, même je pense les rectorats. Et moi j'ai toujours enseigné dans des classes avec 35 élèves, et c'est vraiment très difficile d'enseigner une discipline dans ces conditions-là. Donc l'augmentation des effectifs, aussi des salaires, puisque c'est important aussi que la reconnaissance sociale de l'enseignant soit adossée à une reconnaissance économique.
L'enseignant reste de toute façon au centre de la vie d'un lycéen et de tous les parents d'élèves. Et je pense pas qu'il a une place à regagner. Je pense que cette place, elle est là. Après, je pense que c'est le regard que la société a sur les enseignants qui, éventuellement, doit évoluer parce que je trouve que ce soit chez les hommes politiques, que ce soit dans les grands médias, je trouve qu'il y a une conception assez dépréciative de l'enseignant. On a toujours l'impression qu'il ne travaille pas beaucoup, qu'il a des conditions privilégiées, etc. Mais en tout cas, chez l'adolescent, chez l'enfant, chez le parent d'élève, l'enseignant reste quand même une figure irremplaçable. Mais évidemment, le regard que les médias et que les hommes politiques portent sur l'enseignement a un impact hyper négatif sur le regard que même les élèves portent à leur enseignement, à leur enseignant. Après, évidemment, les situations sont très variables d'un lycée à un autre. Bon, je pense qu'un des grands enjeux contemporains de l'école, ça va être aussi de repenser le double système public-privé, parce que on est quand même en train de se diriger vers un système à l'anglo-saxon où les meilleurs élèves partent dans des établissements privés et c'est même dans ces établissements privés-là que sont recrutés aujourd'hui nos ministres et nos présidents. Donc ça c'est vrai que c'est quand même un vrai problème. Comment en fait des gens qui n'ont pas eu un système, qui n'ont pas eu un parcours scolaire dans un établissement, dans l'école publique, peuvent avoir un bon diagnostic de ce qu'il faudrait faire pour la changer. Merci beaucoup Alexis Anne Brown. Merci.